Bonjour, bienvenue à cette table ronde qui est consacrée aux recycleries, aux ressourceries et d'une manière plus générale à l'économie circulaire de proximité. À Paris et dans toute la France, les lieux de tri, collecte, réemploi, recyclage de proximité sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le rôle qu'ils jouent dans les villes en termes de réduction des déchets, mais aussi en termes de renforcement du lien social. Nous allons aussi nous interroger sur les difficultés que ces structures rencontrent pour s'implanter et pour trouver un modèle économique viable. Pour faire cela, nous avons 4 invités. Florentin Létissier, qui est adjoint à la maire de Paris, chargé de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Jean-Paul Raillard, qui est président de la fédération Envie. La fédération Envie travaille depuis des décennies pour créer des actions qui conjuguent insertion professionnelle et économie circulaire. Camille Rognan, qui est responsable du développement au réseau francilien des acteurs du réemploi, le REFER, et Elisa Yafchitz, qui est directrice générale des Canaux, une association qui soutient les acteurs de l'économie solidaire. Alors, je voulais commencer un premier tour de table avec vous, Florentin Létissier, parce que l'émaillage du territoire avec des structures d'économie circulaire est l'un des objectifs de la ville. Donc, je voulais comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'apportent ces structures de votre point de vue en capitale comme Paris. Bonjour, je ne sais pas si mon micro marche, si tout le monde m'entend bien. Non. Moi, je vous entends pas hyper bien. Est-ce que le micro marche? Oui, là, je crois qu'il marche. Oui, là, il marche. Très bien. Écoutez, merci en tout cas pour cette invitation. Les ressourceries, elles sont fondamentales parce que ce sont des lieux qui offrent des alternatives aux jetables. On sait qu'on vit dans des sociétés où il y a énormément de déchets, nos poubelles débordent, notamment de plastique. Ça sert un de nos grands chantiers à la ville de Paris de sortir des emballages plastiques à usage unique. Donc les ressourceries, les recycleries sont des lieux où les habitantes et les habitants peuvent venir effectivement déposer des objets, des vêtements, c'est très divers, de l'électroménager, des jouets, etc., pour leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est un premier élément très important. Le deuxième élément, c'est que ces lieux, ce sont des lieux de lien social. Déjà, il y a beaucoup de bénévoles dans ces structures. En général, ce sont souvent d'ailleurs des jeunes ou des retraités qui donnent de leur temps justement pour faire vivre ces structures qui contribuent à faire vivre les quartiers aussi et à créer donc de la vie. C'est également, ce sont des structures qui permettent finalement de créer de l'emploi local, puisqu'on sait très bien, et on le voit encore plus avec la crise économique actuelle, Paris est une ville qui est extrêmement dépendante économiquement d'activités mondialisées, d'activités de services, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans les services financiers notamment. Et donc, les ressourceries, recycleries, ce sont des lieux de création d'emplois local dans le secteur secondaire, c'est-à-dire en gros dans le secteur manuel, dans le secteur de tout ce qui a trait aux objets. Et donc, c'est nécessaire aussi pour rééquilibrer notre tissu économique vers des activités où on est finalement en autonomie et on est en capacité de recréer des objets à travers de l'existant en minimisant le gaspillage. Donc des lieux aussi de résilience quelque part. Tout à fait. Et justement, Camille Rognan, le REFER travaille au développement de ces recycleries et ressourceries dans toute l'Île-de-France. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu combien il y a aujourd'hui de ces structures et comment elles fonctionnent? Alors, en Île-de-France, on compte, si on compte toutes les ressourceries, les recycleries, les Emmaüs et aussi les ateliers vélo, donc les ateliers d'autoréparation vélo. On compte à peu près 175 structures en 2020 de réemploi solidaire, c'est-à-dire de réemploi effectué par des associations à but non lucratif. À Paris, on a 10 recycleries, 8, bientôt 9 ressourceries. Vous pouvez expliquer la différence? Alors, une ressourcerie, c'est un endroit où vous pouvez amener, par exemple si vous déménagez, tout ce qu'il y a dans votre maison. Donc, tout ce qu'il y a dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre chambre. En gros, c'est des associations qui récupèrent tout, y compris les choses qui sont cassées, parce qu'elles se chargent, elles, dans leurs ateliers avec leurs bénévoles ou leurs salariés, de distinguer ce qui est réutilisable ou pas, réparable ou pas, et ce qui ne l'est pas est envoyé en filière de recyclage. Donc, c'est vraiment un endroit qui n'écrème pas ce que vous leur amenez. Une recyclerie, elle va faire le choix pour différentes raisons, économiques ou d'espace ou même d'objectifs, de sélectionner une partie de biens sur lesquels elle travaille. Par exemple,
une association qui va se spécialiser sur les articles de sport ou de jouets, c'est une recyclerie. Ou alors une association qui va dire je collecte quasiment tout, mais je ne peux pas prendre ci, prendre ça, c'est une recyclerie. Voilà, c'est la logique d'Écrémé. Et donc on a 8 ressourceries, donc grandes structures qui collectent tout à Paris, bientôt 9. Et on a 11 ateliers vélo, et en point de vente Emmaüs, il y a à peu près 20 points de vente Emmaüs, donc de réemploi pour s'équiper à bas prix. Et justement, elles ne font pas que du réemploi. Florentin Letissier le disait un peu, c'est aussi des lieux, des tiers-lieux. Alors, les ressourceries, les recycleries, c'est des grosses boîtes à outils à plusieurs tiroirs. Donc, il y a évidemment le tiroir écologique de lutte contre le gaspillage par le fait de donner une seconde vie aux objets. C'est aussi un tiroir social, puisque en gros, les ressourceries, elles ont donc une activité de seconde vie, elles revendent ce qu'on leur apporte pour financer en gros du lien social autour des questions environnementales. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des lieux dans ces espaces qui sont réservés à des ateliers, des animations entre voisins, entre bénévoles, salariés, le quidam du quartier, pour apprendre à réparer son ordinateur, son sèche-cheveux, ou alors comprendre pourquoi il ne marche plus et pourquoi justement il est peut-être construit pour ne pas être réparable. Ça peut être aussi des activités pour les enfants autour du zéro déchet, réapprendre à faire, redonner à voir les savoir-faire qu'on a un peu perdus, se le réapproprier. Voilà, donc donner de la place aux gestes et vraiment se réapproprier, je dirais presque culturellement, les choses qu'on a perdues. Et donc ça m'amène à mon troisième point, c'est en fait elles ont un rôle, on va dire presque culturel. La surconsommation, c'est devenu un acte culturel, et en fait en réinvestissant un peu ces gestes-là simples, en comprenant, même si on n'arrive pas à réparer son ordinateur, c'est pas grave, c'est comprendre pourquoi, comment c'est fait, d'où ça vient. Tout ça, ça contribue culturellement à former, on va dire, une génération de citoyens consciente de comment elle agit, comment elle consomme, comment elle s'équipe. Et ça nous semble... C'est des choses qui sont difficilement quantifiables en termes et de politique publique, etc. Mais on voit que ça marche. Il y a 20 ans, les ressourceries, c'était des ovnis. Et aujourd'hui, c'est hyper à la mode. D'ailleurs, Ikea et Back Market et Leclerc, ils ne se mettent pas au réemploi pour rien. Ils ne se mettent pas que au réemploi parce que ça rapporte. C'est aussi la preuve qu'il y a un terreau aujourd'hui citoyen et culturel qui est prêt pour accueillir ces alternatives. Et c'est important que ça reste dans le giron des politiques publiques et que ça ne devienne pas uniquement celui de grands acteurs privés. Et peut-être une toute dernière précision pour bien comprendre de quoi il s'agit. En termes de public, ce sont des lieux plutôt mixtes, des lieux avec une fréquentation particulière. Comment ça se passe? C'est la multiplicité de ces objectifs et de ces activités dans les ressourceries qui fait qu'il y a un public très divers. Il y a évidemment ce qui fait, enfin même sur Le Bon Coin ou sur Back Market, le premier appel vers la seconde main, souvent ça peut être en effet le facteur économique. On s'équipe à bas prix et ça c'est important. Mais il y a aussi vraiment des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là par besoin, par nécessité, mais qui vont aussi, du coup, à partir de cette question, on va dire économique, pouvoir approcher aussi les questions environnementales et mélanger ces thèmes-là. Donc, dans une ressourcerie, il y a la jeune bobo qui vient chiner ce qu'elle n'a pas trouvé sur Vinted ou ailleurs. Il y a des gens qui ont besoin de s'équiper parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et qu'on ne va pas racheter du neuf à chaque âge. Et puis, il y a aussi des personnes, il y a les mélanges entre les usagers et les bénévoles aussi. Il y a des écrivains publics, par exemple, dans les ressourceries. Et donc, il y a aussi une mixité de générations qui est très importante dans ces lieux-là. Merci, c'est très intéressant de justement d'écrire exactement cette multiplicité de rôles dont parlait déjà Florentin Letissier. Alors, Jean-Paul Raillard, pour ce qui est du réseau Envie, aujourd'hui en France, vous avez un peu moins d'une centaine de sites, il me semble, et vous avez fait le choix jusqu'à présent de vous spécialiser en termes de flux de déchets, notamment, mais pas que, il me semble, dans les déchets électriques et électroniques. Alors, est-ce que vous pouvez un peu déjà nous expliquer les raisons de ce choix, et puis aussi nous raconter un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les sites d'Envie autour de la France? Oui, merci de votre invitation. Ça fait beaucoup de choses donc en peu de temps. Alors je vais essayer de résumer l'ensemble. Alors le choix directement. Donc on a effectivement donc un peu moins une centaine de sites,
un peu de toute nature, hein, je vais rapidement les brosser. On est né il y a 36 ans, donc ça fait déjà quand même quelques décennies qu'on exerce. Et on est venu sur le gros électroménager donc au début, et donc justement le reconditionnement ou ce qu'on appelle la réutilisation de déchets d'électroménagers pour les remettre en état et les revendre avec une garantie. Donc le but initial, c'était vraiment les deux choses. D'un côté, il y avait un objet écologique et il y avait un objet social, puisqu'il s'agissait aussi d'utiliser donc cette activité pour réinsérer, enfin c'est pas réinsérer, c'est insérer donc des personnes éloignées de l'emploi. Donc on a gardé ces deux métiers, hein, le métier d'apprentissage de compétences, d'accompagnement, et puis le métier donc également de reconditionnement. Alors après on a élargi donc les choses. On est resté donc dans les déchets électriques et électroniques sur tout ce qui concerne donc justement la réparation, les choses comme ça, les pièces détachées et autres, etc. Avec au moins une cinquantaine de sites en France qui font ça ou qui vendent ça dans des magasins. Et puis également, on s'est inscrit donc à partir de 2006, quand il y a eu toute la logistique des déchets électriques et électroniques, là sur les fameuses filières responsabilité donc du producteur. On s'est inscrit donc comme transporteur, logisticien, traitement également. On a des chaînes de tri, on a des chaînes de compactage ou de déchiquetage également. Et puis on s'est diversifié, hein, donc pour répondre à votre question, c'est diversifié. Une grosse diversification vers le matériel médical, notamment les aides techniques, hein, partant du constat qu'il y avait un gâchis énorme justement donc en France. La sécurité sociale ne rembourse que des fauteuils électriques neufs, que des lits médicalisés neufs, etc. Alors qu'il y a plein de déchets qui sont produits, qui sont encore en très bon état, qu'il suffit de remettre en état, de les laisser aux normes, naturellement. Hein. Donc on a fait ça donc depuis 5 ans et on a en vrai mode start-up sur cette activité-là. Et puis en même temps, on fait aussi certaines unités, c'est la force du réseau, hein, certaines unités ont innové en faisant du recyclage de matelas, de la réutilisation de déchets de bâtiments, ici, des choses comme ça. Et donc, tout cela avec un axe insertion professionnelle. Voilà. Mais j'insiste beaucoup, hein, l'objectif, hein, c'est vraiment le double, hein, l'insertion d'un côté de personnes éloignées de l'emploi, fournir aussi du matériel comme les ressourceries, les recycleries, donc comme Camille, hein, du matériel à bas prix, donc à des personnes parcours bobo, hein, justement, donc aux personnes qui ont aussi peu de moyens pour les offrir. Et puis en même temps, donc justement, cet aspect environnemental, hein, d'allongement de la durée de vie des produits, ce que rappelait Florentin tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Elisa, Yachitz, pour ce qui est des canaux, alors vous jouez un rôle un peu différent dans les cadres de l'économie circulaire de proximité, qui est moins opérationnelle. Vous parlez de fertilisation croisée, votre objectif est de créer des liens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et pourquoi c'est important de votre point de vue ? Alors, effectivement, la mission des canaux, son objectif, c'est que l'économie prenne en compte l'environnement et la solidarité et qu'ensemble, on crée une économie beaucoup plus solidaire, beaucoup plus écologique. Donc c'est aider tous les acteurs économiques qui veulent se lancer là-dedans et ça va autant des entrepreneurs, des salariés que des consommateurs. Donc on développe avec la ville de Paris qui a impulsé ce projet et qui était vraiment au démarrage, mais aussi avec la métropole et avec tous les acteurs qui veulent y aller. Toutes les actions possibles pour que cette économie se développe le plus. Et finalement, d'un point de vue écologique, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, évidemment. Donc les recycleries, les ressourceries qui permettent le réemploi, qui permettent de continuer le cycle de vie des produits dans leur utilité sans transformation, c'est ce qu'il y a de mieux en matière écologique. Et en plus, on le voit, ça a une empreinte solidaire, ça a une empreinte de lien social qui fait que autour, il y a toute une vie qui se crée. Maintenant, ce sont des projets qui sont difficiles à monter. C'est pas black market, c'est pas des rentabilités économiques de folie, hein, comme on pourrait dire. Et donc, ce sont des projets qui souvent ont besoin d'avoir autour de leur berceau, au démarrage, plein de bonnes petites étoiles. Et nous, les canaux, on crée des liens. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les canaux. On va faire que les gens vont se rencontrer autour de projets. Donc les collectivités, on est issu d'une collectivité, mais les pouvoirs publics qui ont un rôle moteur, ça peut être du mécénat, ça peut être des collectifs citoyens, ça peut être la bonne rencontre, ça peut être trouver le lieu, ça peut être avoir la subvention au démarrage, ça peut être avoir une publicité, un expert qui va vous aider. C'est plein de petites choses qui vont vous aider à développer votre projet. Et c'est ce que nous, on fait à grande échelle en essayant de soutenir ces projets-là. Et ça fonctionne parce que tous ces gens travaillent ensemble. Alors, des ressourceries, il y en a dans beaucoup de secteurs maintenant et dans la consommation. Et je pense par exemple à la recyclerie sportive
qui est un projet qui est venu au canot au moment du lancement des canots il y a 4 ans. Et c'était Marc Vultez, qu'on connaît tous autour de la table, qui avait cette idée folle de dire mais il y a beaucoup de matériaux de sport, des ballons, des t-shirts, des raquettes qui ne sont pas utilisés. Moi, j'ai envie d'en faire quelque chose. Il est venu, il a été incubé, il a été vu par la ville de Paris, qui l'a aidé à s'installer au Grand Voisin, un lieu où il a pu avoir son premier lieu. Nous, après, on les a aidés à les embarquer sur les Jeux Olympiques et aujourd'hui, ils vont être installés dans l'aréna et dans le centre aquatique des Jeux de Paris 2024. Et c'est un projet qui va se développer et qui illustre bien comment c'est en mettant toutes ces petites pierres à l'édifice qu'on peut construire ces projets qui sont fragiles mais essentiels. Et c'est en ça qu'il faut les aider et les soutenir. Merci. Je voulais justement consacrer un deuxième tour de table à cette question de la fragilité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie circulaire de proximité, malgré tous ces atouts qu'on vient de décrire et malgré aussi l'effervescence, rencontre pas mal d'obstacles qui la fragilisent. Ce sont des obstacles de type assez différents, on va y revenir, mais pas pour rester sur les obstacles, aussi pour identifier un peu ce qui peut permettre d'accélérer cette transition. Alors pour ce qui est de Envie, par exemple, Jean-Paul Reillard, vous m'expliquiez que jusqu'à présent, ça a été assez difficile pour votre réseau de s'implanter au cœur des grandes métropoles, que vous allez enfin y parvenir dans quelques jours en ouvrant un site dans les 20e arrondissement. Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à maintenant et quelle a été finalement la clé de la réussite? Comment vous êtes parvenu à venir à Paris? Oui, la question est la réponse est toute simple. C'est le prix du mètre carré. C'est pour ça qu'on est en périphérie des grandes villes ou quelquefois donc dans des zones industrielles où on peut s'installer parce que ça coûte moins cher, c'est évident. Donc l'obstacle est là. Alors on est installé donc dans principalement les grandes villes, mais on s'aperçoit qu'avec le développement, ce que disait Camille tout à l'heure, de la seconde main, de cette appétence qu'on a maintenant, donc ce marché, on voudrait que ce soit pas simplement un marché, je reprends tes mots, que ce soit aussi donc une nouvelle économie, c'est-à-dire que derrière tout le monde puisse en profiter, qu'il y a l'aspect donc social et territorial. Donc territorial, c'est-à-dire qu'il faut être partout. Donc partout, il faut trouver des modèles économiques partout. Alors ce qui nous a permis de nous installer à Paris, c'est très simple, c'est l'aide extrêmement précieuse de la ville de Paris. On a fait construire un immeuble là en réemploi, je pourrais en parler, c'est-à-dire qu'on a réutilisé des matériaux aussi. Il y a 45% à peu près de tout ce qui n'est pas grosse œuvre, qui est des matériaux réutilisés. Donc, et au-delà de ça, donc la mairie nous a aidés donc à nous installer avec un bail à construction. On a aussi le conseil régional donc nous a beaucoup aidé, donc l'ADEME également Île-de-France, et écosystème aussi l'éco-organisme qui traite donc les déchets électriques et électroniques. Donc on s'installe de quelques jours, effectivement, on croise les doigts pour que ça puisse ouvrir. Il y aura un magasin donc au rez-de-chaussée avec un petit atelier de réparation. Qui sera en lien justement, donc encore une fois, avec le quartier. Le but, c'est d'offrir des services au quartier, d'être en écosystème aussi avec l'ensemble des outils qu'il y a dans le quartier qui traitent justement l'allongement de la vie des produits. Donc on fait également, en même temps que le magasin, on fait aussi tout ce qui est les activités de tiers-lieux, c'est-à-dire des ateliers qui seront gratuits pour l'ensemble des personnes, pour les sensibiliser justement à cet allongement de la vie des produits, pour apprendre aussi, ça pourrait être aussi pour apprendre à réparer, etc. Il y a toute cette, on estime que c'est une mission vraiment d'intérêt général qu'on doit avoir donc maintenant. Il y aura tout ce qui est des opérations de sensibilisation, les visites, les ateliers avec les écoles également, donc qui seront faits donc dans ce domaine-là. Et puis de tout ce qui est l'animation également avec les autres acteurs et du quartier et au-delà du quartier. Merci. Vous avez parlé du prix du mètre carré. Camille Rognan, vous m'expliquez que pour les ressourceries et pour les recycleries, c'est aussi une des grandes difficultés. En fait, pour les recycleries et les ressourceries, la grosse difficulté est de trouver un modèle économique viable. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tous ces obstacles aussi, comment vous financez aujourd'hui? Je vais être un petit peu redondante avec Jean-Paul. Oui, mais bon, je pense qu'il ne soit pas très connu. En ajoutant peut-être un point supplémentaire, les ressourceries et les recycleries sont en gros victimes de leur succès. Si on prend l'année 2020, la crise sanitaire, tous les commerces et les associations, les lieux ont été fermés. Pouf, ça réouvre, bam,
avalanche de dons. C'est génial, les gens ont envie de donner, les gens ont envie de ne pas gaspiller, etc. Avalanche de dons. Ces associations, ces structures-là, elles sont presque plus assez bien dimensionnées pour le succès qu'elles ont. C'est-à-dire bien dimensionnées en espace, en foncier, donc il faut plusieurs centaines de mètres carrés pour que ces structures puissent collecter, stocker, réparer, revendre, redistribuer. Et aussi insuffisamment dotées en masse humaine, enfin en personnes qui y travaillent. Donc il y a des besoins fonciers humains qui sont très importants. Le réemploi, c'est extrêmement employeur. Pour traiter 10 000 tonnes de déchets, il faut 800 ETP. Le recyclage, c'est 5 ETP. Donc c'est un secteur très employeur, mais du coup aussi coûteux. Donc il y a une manne d'emplois possible à développer dans ce secteur énorme, mais du coup, il faut trouver de quoi financer aussi ces emplois. Et la tension de ce secteur, elle est là. C'est que c'est des secteurs qui sont en raison des activités et des objectifs que j'ai décrits tout à l'heure, évidemment, elles se financent en partie sur la revente de ce qu'elles réparent et collectent. Mais étant donné que leur objet n'est pas marchand, cette revente, elle sert à faire fonctionner l'association et à financer la solidarité, la prévention, les actions de sensibilisation et d'animation, qui, elles, sont des activités complètement non lucratives. Donc cette tension, elle vient de là. La tension économique, elle vient de la multiplicité de leurs objectifs, mais qui font aussi toute leur valeur. Et du coup, elles s'autofinancent par la revente. Elles sont en effet très bien soutenues par les collectivités, donc villes, départements, régions, mais de manière inégale, c'est-à-dire à la hauteur de la volonté politique qui est certes grandissante, mais qui est inégale selon les territoires. Donc il y a des associations qui sont très bien dotées. À Paris, il va y avoir une politique pour amorcer, aider en fonctionnement les associations, mais ce n'est pas le cas sur d'autres territoires. Et on estime que si ces associations, si cette activité devait se déployer davantage, il faudrait au moins 30% de leur budget, voire plus, soit soutenu sur le temps long par l'investissement public. Voilà, c'est un choix, c'est lourd, mais c'est un choix aussi d'investissement. C'est pas un investissement dans le déchet, dans la réduction de déchets, c'est aussi un investissement pour la société de demain, pour construire la résilience nécessaire au monde de demain, qu'il soit beau ou pas beau. Je vais revenir tout à l'heure sur ces sujets par une question à Florentin Letissier, mais d'abord je voulais donner la parole à Elisa Yachitz parce que toujours du côté des fragilités de l'économie circulaire de proximité, vous soulignez un autre retour dans la raquette, le fait qu'aujourd'hui, cette économie est très présente en ce qui concerne les biens de consommation, mais qu'il y a d'autres secteurs aussi importants qui sont négligés. Donc, où est-ce que vous pensez qu'il faudrait la déployer? Pourquoi? Comment? Effectivement, sur les biens de consommation quotidiens, on voit qu'il y a vraiment eu un changement. C'est ce qu'on constate tous, un changement de mentalité. Et aujourd'hui, ça devient un vrai secteur de l'activité qui est repris avec un vrai modèle économique pour des acteurs comme Vinted, comme Back Market, qui vivent de ça. La particularité des ressourceries et des recycleries, juste pour rebondir sur ce que dit Camille, c'est que ce n'est pas seulement un business, c'est aussi un modèle social d'intégration et de lien social. Et que ça, forcément, ça a un coût. Et donc, si on veut développer ça, eh bien, forcément, il faut d'autres modèles économiques et ce n'est pas uniquement par une plateforme Internet qu'on va y arriver. Donc, c'est un lieu, c'est des gens qui rencontrent les autres, c'est de la formation, c'est un écrivain public, etc. Donc, oui, il y a eu un changement de mentalité, pour vous répondre, mais en fait, qui n'est pas non plus dans tous les secteurs. Donc, l'avenir devant nous, c'est quand même qu'on aille plus loin dans le réemploi que ce qui se fait aujourd'hui. Et quand on regarde les déchets en Île-de-France, 75% des déchets sont produits par le bâtiment. Et quand on regarde le bâtiment, 1% seulement des déchets du bâtiment sont réemployés. Donc vous voyez que là, la marge de progrès, elle est immense. Elle est immense et elle permettra d'avoir des débouchés pour construire des choses à partir de matériaux recyclés. Et là, on a toute une jeune génération d'entrepreneurs et d'entreprises qui se créent et qui veulent utiliser ces matériaux. Et on a potentiellement une manne puisqu'on a des déchets pléthore dans le bâtiment, puisque malheureusement maintenant nous démolissons autant que nous construisons. On démolit et on enfouit. Et donc là, c'est vrai que les choses commencent à évoluer, mais là aussi, il faudra créer des canaux. Là aussi, les collectivités ont un vrai rôle à jouer dans les filières pour structurer et pour que l'économie circulaire rentre dans l'ensemble des filières. Et là, le chemin est devant nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire déjà
la première étape qui a été passée, et qui est assez rapide parce que nous, quand on a fait les canaux, si vous venez visiter cette maison, puisqu'on a une maison des canaux au bord du canal, c'est 100% meublé à partir de meubles qui sont faits à partir de déchets. Et la rénovation, c'est 95% des matériaux qui ont été recyclés et réinventés sur site, les 5% étant amiantés et plombés. Donc là, on ne peut pas le faire. Mais à l'époque, on a fait un diagnostic déchets quand on a fait la démolition sur les travaux, et c'était totalement marginal. C'était le premier diagnostic déchets de la ville. Ça a été fait par les services de la ville de Paris qui sont propriétaires du lieu, mais avec l'expertise d'OHU, de Mélanie, du Refer d'ailleurs qui était autour de la table, et que toutes les personnes un peu innovantes se mettaient autour de la table. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi et c'est même une obligation. Donc, vous voyez, en 4 ans, la possibilité de changement, elle est assez forte. Donc c'est bien, maintenant, on a des diagnostics, on a quelques filières autour du verre, autour du bois, autour du plâtre, mais on en a 6 seulement. Tout le reste, ça part... et c'est pas des filières de réemploi, c'est des filières de recyclage, ce qui est complètement différent. Donc voilà, là il y a un vrai chantier, et on rêve tous, je pense, d'avoir une sorte de... je peux pas te dire de nom de marque, mais une espèce de une grande ressourcerie où on pourrait venir acheter des robinets, les toilettes, les portes, et tout pour faire des travaux dans sa maison en réemployant. C'est l'essence même, c'est ce qui a été fait depuis des générations, parce que c'est l'histoire de l'humanité, de reconstruire avec les matériaux. On a réutilisé les pierres, on a fait ça, on l'a oublié. Et il est temps d'y revenir si on veut offrir un monde et une planète demain qui soit vivable pour nos enfants, quoi. Et qu'est-ce qui bloque donc du coup pour imaginer une telle ressourcerie? Eh bien, on y travaille, donc on met les gens autour de la table. Il y a des dynamiques qui sont portées par des collectivités. Il y a déjà des exemples d'ailleurs de ressourceries sur les questions du bâtiment grand public, et pas pour... alors pas encore à Paris et en Ile-de-France, mais il y en a par exemple Écrouvis en Bretagne, il y en a une à Strasbourg, donc il y en a quelques-unes en France, ça émerge, on est très très loin. Il y a la plateforme Réavi aussi. Alors ça c'est autre chose, c'est des plateformes par internet, il y en a aussi effectivement, il y a Bacassia, il y a Réavi, donc il y a des choses, le terreau il est là, et voilà, il faut se donner comme objectif avec tous ceux qui sont autour de la table, qu'on puisse être dans tous les quartiers, comme on en trouve sur les autres, sur les vêtements. Aujourd'hui, dans tous les quartiers et dans toutes les villes, quasiment, on peut trouver une ressourcerie, une recyclerie au moins, pour s'habiller. Et donc c'est devant nous, et ça nécessitera que tout le monde se mette autour de la table pour aider sur les questions du foncier, parce que là, la question du foncier est encore plus importante, parce que le stockage prend encore plus de place, et il peut être un peu plus long, parce qu'il faut, quand c'est... sur du bois où ça prend beaucoup plus de place. Il faut organiser tout le secteur du bâtiment autour de ça. Donc c'est un projet qui est ambitieux, mais on peut y arriver, quoi. Merci. Et Florentin Letissier, justement, on a souligné jusqu'à présent le rôle très important que joue la ville, en particulier la ville de Paris, dans ce soutien à l'économie circulaire de proximité. Donc déjà, est-ce que vous pouvez rentrer un peu le détail de ce que vous faites aujourd'hui? C'est du soutien financier, mais pas que. Et aussi de ce qui peut être imaginé par l'avenir, notamment en ce qui concerne éventuellement la création de ponts, de canaux entre l'économie sociale et solidaire et les acteurs privés, dont certains s'interrogent sur leur emploi, par exemple sur les cas des téléphones portables, etc. Est-ce que la ville peut jouer un rôle dans ce domaine-là ? Bien sûr, je voudrais rassurer tout le monde, la ville de Paris continuera à s'impliquer effectivement dans le soutien des ressourceries, des recycleries, parce qu'on voit bien que dans les modèles économiques de ces structures, les financements publics restent quand même très importants. D'ailleurs, on peut presque considérer en fait que ces lieux, ce sont des quasi-services publics aujourd'hui du réemploi, puisqu'elles sont subventionnées en partie par rapport aux déchets qu'elles traitent. Et donc, ce sont des déchets aussi qui du coup ne partent pas à l'incinération, à l'enfouissement, et donc c'est très écologique aussi. Donc c'est vraiment un rôle très important. Donc le soutien public se justifie amplement et il va se poursuivre. Je dirais que la mandature précédente, et je salue d'ailleurs ma prédécesseure Antoinette Gull, a permis d'installer dans le débat public cette question de l'importance des ressourceries et recycleries, en gros une par arrondissement. Dans cette mandature-là, notre objectif c'est d'aller plus loin, de raisonner plutôt à l'échelle des quartiers, et donc pour ce faire, il va bien sûr falloir
qu'on ait un soutien financier qui se poursuive, aussi sur la phase d'amorçage, puisque quand on a des porteurs de projets qui viennent voir le REFER en disant on veut ouvrir une ressourcerie recyclerie, nous on est là aussi pour donner de l'argent, pour les accompagner financièrement. Il y a la question des locaux, fondamentale. À Paris, ville extrêmement chère. La ville de Paris a quand même des moyens pour intervenir, y compris sur le marché de l'immobilier, pour racheter des locaux et qui peuvent aussi servir à installer ces structures. Et on a l'enjeu aussi du changement d'échelle, ce fameux changement d'échelle dont il est question dans l'économie sociale et solidaire au sens large, c'est-à-dire sortir finalement d'une économie de niche, de petites structures, pour massifier aussi les modèles de production. Et là, on a besoin, à notre sens en tout cas, d'un grand équipement qui c'est un hub du réemploi, c'est-à-dire que c'est un grand lieu de stockage dans Paris de différents gisements de l'économie circulaire. Donc on est en train de regarder où est-ce qu'on peut installer ce lieu. Et donc, notre objectif, voilà, c'est de faire en sorte que chaque Parisienne et Parisien puisse avoir accès à ces lieux, qu'ils trouvent aussi encore davantage leur modèle économique, puisque le soutien financier public, il est là, mais il faut aussi trouver de l'autonomie pour ces acteurs. Et nous, on est là aussi pour accompagner. Mais on va bien sûr continuer à jouer notre rôle. Et moi, je suis vraiment ravi de voir aussi l'engouement qu'il y a au sein de la population pour ces lieux qui sont très fréquentés. Les ressourceries actuellement ont quasiment plus de place pour stocker tellement les gisements sont importants, donc on a besoin de ce hub. Tous les jours. Pardon ? Tous les jours, devant toutes les ressourceries, il y a la queue. Il y a la queue, donc il y a vraiment... voilà, ça c'est plutôt rassurant. Aujourd'hui, pour terminer, on est à peu près à 70 000 emplois sur Paris dans l'économie circulaire, ça fait 3% des emplois. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est ça les filières d'avenir, c'est dans ces filières de l'économie circulaire, et les ressourceries, c'est l'économie circulaire de proximité. Et ça, c'est vraiment très important. Merci, il nous reste 8 minutes, mais justement, je voulais vous demander si vous avez des réactions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Jean-Paul Raillard, il a levé la main. Merci Camille. Oui, par rapport à ce que disait Florentin, utiliser le terme de changement d'échelle qui est énorme, enfin qui est très important, parce qu'on estime, nous, on l'a dit, qu'il y a un nouveau marché là justement, donc, et c'est très bien donc ce nouveau marché, mais on veut que ce soit une nouvelle économie encore une fois, c'est-à-dire que ça puisse créer de l'emploi, ça puisse aussi trouver ses modèles économiques également. Alors on est entreprise d'insertion, donc c'est le chiffre d'affaires qui nous alimente essentiellement. Mais il faut aussi, donc c'est le territoire, c'est le social, etc. Donc il faut organiser justement les choses de cette façon-là. Donc c'est la maîtrise du foncier, etc. C'est toutes ces choses-là qui nous permettent de nous installer aussi et qui est essentiel. Donc on travaille beaucoup là-dessus, donc avec la ville, avec la région, mais partout, dans toutes les métropoles aussi, et dans les lieux un peu moins peuplés également. Merci Camille Rognan. Je voulais compléter donc à la fois sur l'aspect qu'est-ce qui bloque dans l'équilibre économique des ressourceries. Elles ont beaucoup de choses à traiter parce qu'on est dans un monde de la surconsommation. On est dans une culture de la surconsommation. Et il y a beaucoup de choses parce que les gens changent beaucoup de fois, beaucoup plus rapidement qu'avant. Leurs vêtements, ils se défont. Enfin, il y a une attache aux objets beaucoup moins forte sentimentalement qu'avant. Et paradoxalement, on achète beaucoup plus. Et donc, s'il y a un acteur qui manque pour nous dans l'équilibre de ces structures qui gèrent le rebut de la surconsommation, c'est ceux qui mettent sur le marché. Donc la force publique, elle est là, elle pourrait être plus là, mais elle fait pour l'instant avec ce qu'elle a. Mais il y a un levier, nous semble-t-il, en tout cas nous on l'avait identifié comme ça pendant la préparation de la loi AGEC, un levier qui consisterait pour financer ces structures de réemploi à ponctionner l'éco-participation, donc la petite part quand on achète du neuf qui est versée en éco-participation, et créer un fonds, une caisse pour le réemploi solidaire, donc pour les associations qui gèrent le réemploi de proximité, afin de contribuer à leur financement. Ce principe-là, au moment de la loi AGEC, au moment du débat parlementaire, il a été acté, le principe. Aujourd'hui, malheureusement, dans son application, ce fonds va être ouvert à l'ensemble des acteurs du réemploi, donc c'est-à-dire y compris, enfin potentiellement, il pourrait être accessible à Ikea, Back Market, en tant qu'acteur du réemploi. Pas du réemploi solidaire, c'est-à-dire pas du réemploi. Quand on achète dans une ressourcerie, le prix d'achat, enfin le prix de revente du bien, il ne va pas financer le bien ni son ancien propriétaire, il va financer l'action sociale, l'action environnementale qu'il y a derrière. Quand vous achetez sur le Bon Coin, le prix de vente de votre objet, il va financer son ancien propriétaire. Donc on est dans des logiques, certes, de réemploi, mais pas de cercle vertueux au sens culturel et social et écologique.
Et donc, pour nous, voilà, il y avait vraiment un filon de financement du réemploi, du développement ambitieux du réemploi. On avait calculé que si on arrivait à créer ce fonds et en y versant une petite quote-part des éco-organismes et donc de cette contribution des grands distributeurs et émetteurs sur le marché, on arriverait à développer en 5 ans 2000 ressourceries en France. Et le fait que ce fonds, oui, par principe, il a été voté, mais dans les décrets d'application qui se préparent, il va être réservé pas que... C'est acté, ça. Oui. Oui, c'est en cours. Et pour compléter ce que dit Camille, on est naturellement sur la même ligne puisqu'on fait l'action ensemble. Mais il y a un exemple typique là-dedans dans ces acteurs qui se sont créés. Donc très bien, ça a attiré du monde aussi, ça a attiré des capitaux. Ils arrivent à lever des capitaux très facilement. Mais il y en a un qui se bat justement pour accéder à ce fonds, qui fait du reconditionnement de téléphones, qui les achète donc à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Japon. Donc des téléphones qui ont 6 mois à peu près, donc ça entraîne aussi beaucoup naturellement le marché du neuf, qui les fait réparer en Europe de l'Est, qui maintenant après donc les revend donc justement en France et qui voudrait en plus accéder à ce fonds. Enfin, je trouve il y a une aberration ici si on veut que ce fonds soit fait justement pour les acteurs qui créent du social et qui créent du territoire. C'est vrai que c'est important de souligner qu'il y a réemploi et réemploi et que ce soit en termes d'impact social mais aussi environnemental. Ce n'est pas toujours pareil, même si pour les consommateurs, il y a un enjeu de bonne foi au moment où on achète des téléphones reconditionnés, par exemple. Mais je pense néanmoins qu'il y a, bien sûr, il y a des acteurs, il va falloir réguler, mais déjà il y a un fonds, ce qui est quand même une nouveauté. Il y a un plan de relance qui a pointé ça, et il y a vraiment une volonté, je pense, de tous les territoires d'y aller. Donc là, maintenant, il va falloir être vigilant pour que effectivement les projets soient des projets pertinents et qu'on n'aille pas évidemment financer du reconditionnement fait par des enfants dans un pays, je ne sais pas. Mais il y a quand même un changement de mentalité et je pense que la crise qu'on vit, la crise du Covid, va l'accélérer. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à la sortie et qui font aujourd'hui la queue. Là, j'ai eu un chiffre qui m'a frappé. C'est l'industrie du textile dans le monde a perdu 25% en volume en 1 an et demi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un vrai sujet pour H&M, pour Zara, pour toutes ces grandes marques, les gens ne veulent plus acheter un t-shirt toutes les semaines, ça ne les intéresse plus. Et donc il y a quand même devant nous, et c'est là que nous on a un rôle à jouer, parce qu'il y a une prise de conscience des citoyens de ne pas vouloir, de vouloir influencer différemment les choses. En tout cas, il y a un questionnement sur cette société de la surconsommation, et donc là où les ressourceries et les recycleries sont formidables, c'est qu'elles montrent qu'au-delà de ça, on peut aller vers un modèle plus social et un modèle de lien social. Moi, je dirais que c'est super. À Paris, on voit que là, on a une collectivité qui est riche quand même et qui peut soutenir. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y en a dans la France entière. Et dans tous les villages, et ça ne concerne même pas les villes. Donc, quand on parle de l'accord de Paris, on parle de l'accord pour le monde, pour la planète et pour la France. Et ce mouvement-là, il est vraiment partout. Moi, dans mon village, qui est un village de 1200 habitants, le centre-ville, il a été déserté par les commerçants, il en reste quelques-uns. Il n'y a que 3 nouveaux commerces, une ressourcerie, un commerce circuit court alimentaire de producteurs locaux et un café solidaire de réparation, etc. Et ça, c'est un mouvement qu'on retrouve un petit peu partout. Donc voilà, il faut maintenant qu'on soit extrêmement vigilant et que tout ce qui va arriver n'aille pas financer des projets qui ne seraient pas des projets de liens sociaux. Sur la question des effets de la crise sanitaire, il faudra quand même voir s'il n'y a pas un risque de retour massif à l'achat de biens neufs à la sortie du confinement, parce que c'est toujours un peu le danger qui se cache derrière, ce qui a été le cas en ces Chine. questions. Ce qui a été le cas en Chine. En Chine, après le déconfinement, il y a eu une très très forte consommation. Mais en France, en tout cas, on n'a pas vu ça déjà au printemps. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de différent dans nos sociétés, en tout cas en Europe, un mouvement profond. Et en tout cas, on l'espère, mais je pense qu'on le ressent quand même. Et ça, il faut l'accompagner. C'est un mouvement des citoyens, ça intéresse de plus en plus de monde. Et puis oui, les entreprises aussi, les grandes entreprises que moi j'ai l'occasion aussi de rencontrer dans le cadre de mon mandat. Moi je suis un peu le VRP aussi de l'économie sociale et solidaire. Quand je veux voir les grandes entreprises, je dis regardez aussi tous ces acteurs que vous pouvez contribuer à financer, y compris des ressourceries. Et on voit bien que chez ces acteurs-là aussi, il y a quand même une prise de conscience et il y a une envie
d'aller vers l'économie circulaire. Alors après voilà, il faut que ce soit vraiment sincère, que ce soit pas juste de la com, mais ça aussi c'est notre rôle, c'est le rôle des associations d'y veiller. Mais il y a vraiment un mouvement global quand même dans nos sociétés qui est très positif et franchement ça redonne le moral. Écoutez, merci beaucoup. On va devoir terminer parce qu'on a terminé le temps, mais je suis contente qu'on finisse sur une note encourageante parce qu'on voit qu'il y a donc un mouvement qui est là, qu'il faut le solidifier quelque part, l'encourager. Il faut y investir. Merci à toutes, merci à tous. C'était hyper intéressant. Alors, je voulais juste rappeler au public que l'événement Paris Zéro Carbone de la Tribune et de la Ville de Paris continue demain. Il y aura encore une journée de table ronde qu'on va pouvoir suivre en ligne sur le site de la tribune.fr. Donc, je vous encourage à le faire. Merci et bonne soirée.